Avec ses interminables plages de sable fin, son immense forêt de pins et ses jolies stations balnéaires, comme Soulac, le Médoc est une destination de vacances très prisée. Mais dès que l'on quitte la côte pour explorer cette presqu'île de 50 km de long, on découvre d'autres trésors insoupçonnés, notamment les zones humides. C'est en compagnie d'Amélie, une jeune femme passionnée par l'environnement, que je vais découvrir les marais médocains. Chez moi, ça a toujours été important de prendre soin de la nature, de prendre le temps de l'observer, de la regarder, de regarder les animaux, les plantes. Dès qu'on partait en vacances, c'était toujours chercher le petit coin de nature et aller observer. Vivre entouré d'eau, proche de l'océan, peut créer des vocations, changer des vies. Comme pour Sébastien qui a tout abandonné pour devenir artiste plasticien. Le monde marin, c'est absolument magique. Il y a des animaux qu'on ne connaît pas. Et moi, je m'efforce d'essayer de faire découvrir, justement, au travers de mon travail, des espèces souvent en voie de disparition ou très peu connues. Le temps d'un détour dans le Médoc, j'aimerais bien comprendre pourquoi on décide un jour d'engager sa vie pour la nature. Bordé d'un côté par l'océan Atlantique, de l'autre par l'estuaire de la Gironde, le plus vaste d'Europe, le Médoc est, comme son nom l'indique, une terre in medio aquae, au milieu des eaux. L'élément liquide est omniprésent, avec notamment les zones humides, comme le marais des Conseillers. 700 hectares de bassins, chenaux et prairies, ultime refuge pour des espèces rares et fragiles. Salut Amélie. Bonjour Eric. Je te vois regarder avec attention cette plante. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je la connais pas. Alors cette plante, c'est ce qu'on appelle de l'armoise maritime. Donc tu peux la reconnaître très facilement, tout simplement parce que tu vois, elle a ses reflets un petit peu argentés qui ressortent bien là dans ce paysage. Donc ça, c'est une plante qui est protégée en Aquitaine. C'est une plante qui est en forte régression au niveau national. On est une des stations où la plante est en forte progression et on se retrouve avec des populations qui augmentent petit à petit. Ça signifie que c'est bon signe quand on la trouve. Ça signifie effectivement que c'est bon signe. Donc là, on est sur une zone à côté de marais où on a l'influence du sel. Donc c'est ce qu'on va appeler des plantes halophiles. Les anciens s'en servaient pour faire donc de l'absinthe, un alcool qui est très très fort et qui maintenant est interdit. Donc ils avaient des recettes pour l'utiliser. Dis donc, il y a un petit invité. Et oui, Qu'est-ce que on a c'est? ici C'est une beau. très belle chenille. Alors reprenons d'ailleurs un peu les notions de base. Et quand il y a un marais, ça signifie qu'il y a eu une action de l'homme. Là, sur ces marais, on est à peu près sur 655 hectares, donc avec des bassins qui ont été creusés au XIIe siècle par des moines bénédictins qui faisaient du sel, en fait. Amélie est née dans le Médoc, à Mâcon. Après des études à Bordeaux et dans le Pays basque, elle revient dans les paysages de son enfance. Diplômée en biologie appliquée, elle rejoint en 2021 l'association Curuma. Labellisée Centre permanent d'initiative pour l'environnement, la structure gère 1400 hectares d'espaces naturels protégés en Médoc. Voilà. T'as quand même le coup de main, hein, parce que c'est pas évident. Il faut s'entraîner, ouais. Donc, Ah, tu l'attrapes avec les mains, toi, avec les doigts? ouais, il faut être délicat, prendre bien les ailes comme ça. Donc là, on a une odonate, donc ce qu'on appelle une libellule en langage courant. La libellule, c'est un insecte quand même qui est incroyable. Oui. Oui, c'est fou de se dire déjà que cette partie où on la voit adulte, en imago finalement, ça va être la plus petite partie de sa vie. Finalement, elle va d'abord être sous forme de larve et c'est là où elle va avoir une phase de vie qui va être aquatique. Donc elle va se nourrir de petites choses qu'elle va trouver dans l'eau. Elle va être donc carnivore et après, quand elle va sentir que ça va être le bon moment, qu'il va faire beau, qu'il va faire chaud, elle va pouvoir se poser sur une branche et immerger. Ça se nourrit de quoi?
Ce sont des prédatrices, donc elles vont se nourrir par exemple de petits insectes. Donc on va pouvoir les Genre voir moustiques ? chasser. Ça pourrait, oui. Donc ça peut être un allié, entre guillemets, d'où l'importance aussi de conserver ces insectes. Et c'est surtout préserver du coup le milieu dans lequel elles sont, parce qu'elles ont besoin du coup de ces zones humides. Et si on détruit les zones humides, ben, on perd un habitat très important pour plein d'insectes, dont les libellules. Bon, on va la libérer quand Oui. même, cette jolie Quand même, demoiselle. elle est... Voilà. Ah. Bon, attends, faut qu'elle... Ah, mais Voilà, moi, elle dépose elle est ses très ailes. bien là, elle est très Oui. bien. Ah, Elle se sent bien. c'est beau. Ouais. Super. Ces milieux, pour continuer à exister, faut qu'ils soient gérés. Vous intervenez humainement. Oui, on intervient humainement, tout simplement déjà avec les travaux d'hydraulique, donc essayer de maintenir de l'eau dans les marais quand il va faire sec, mais également d'en redonner quand on va avoir un surplus d'eau pour éviter qu'il y ait des inondations. Et également, si on n'entretient pas ces espaces, on va avoir le milieu qui va venir se fermer et donc on va perdre toute la richesse pour la faune et la flore. Tu m'emmènes là parce qu'on va traverser, c'est ça? Oui, on va essayer. Bon, c'est un peu vaseux. Oui, avec un petit peu d'argile également. Hop, On donc va là, s'enfoncer, c'est tu encore un crois? peu- On va voir. Apparemment, les oiseaux, on voit leurs empreintes, ils ont réussi à pas trop s'enfoncer. Alors là, si tu veux, là-bas, je vois que ça bouge. On peut commencer à observer un petit peu. Ah, c'est beau, jolie pâte très très fine. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors ça, tu vois, c'est l'échasse blanche. On la reconnaît bien parce que du coup, elle est blanche. Elle a le dessus qui va être noir et surtout ses longues pattes rouges, comme tu disais. C'est un endroit très important pour les oiseaux quand même, Oui. ce marais. Oui, oui. Ils sont tous en train de manger, de farfouiller à l'intérieur, tout simplement parce que c'est leur garde-manger là-dedans. Pendant longtemps, on a regardé ces zones humides voilà, de façon avec peur et puis même en se disant que ça n'avait pas grand intérêt. Le regard a changé. Quels sont les services que ces endroits ont à nous rendre? Alors, d'une part, support de biodiversité, hein, on a énormément d'espèces qui sont présentes. Support de loisirs, on peut venir se balader. Support de production, on a des activités aquacoles par exemple. On va avoir tout ce qui va être filtration, épuration de l'eau. On a des plantes qui font de la phytoépuration comme les roseaux. Un rôle de stockage du carbone également. Et surtout, le rôle d'éponge. Cette capacité à pouvoir venir stocker de l'eau quand on va avoir des grosses crues, des grosses marées, et pouvoir la redonner quand on va être en période de sécheresse. En 100 ans, les 2/3 des zones humides de France ont totalement disparu. Pourtant, on sait désormais qu'elles jouent un rôle essentiel pour résister au dérèglement climatique. Mais pour faire vivre les marais, il faut aussi leur redonner une fonction économique. C'est ce que fait Bertrand dans sa ferme aquacole où il produit des huîtres. Salut Bertrand. Bonjour. En plein travail. Ah, toujours un petit peu, oui, il fait bon. Il y a un petit peu de fond quand même, je peux pas te rejoindre comme ça. Non, t'as des waders là juste à côté. Hop. Allez, attention à ta descendre. Ouais. Bon, toi, t'as l'habitude de te déplacer Oui. dans ce milieu. Bon, on arrive à se casser la figure régulièrement. Donc, voilà. Je dois te dire, je suis un peu surpris quand même de voir tous ces radeaux que tu as ici dans ce bassin, avec donc des huîtres dessus. C'est une méthode récente, ancienne? Alors, c'est récent dans le sens où c'est un mélange de techniques qu'on a adapté pour en faire un outil, je dirais, qui est conforme un petit peu à l'utilisation du marais pour ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire des huîtres qui sont affinées, donc qui vont manger en surface un phytoplancton de qualité, tout en étant tout le temps dans l'eau, et tout leur rejet tombe au fond. Donc elles ne baignent pas dans leurs déchets, dans leurs fesses, quoi. Des huîtres produites dans le Médoc, ça peut surprendre, et pourtant ça ne devrait pas. Exactement. Quand on remonte pas si loin que ça, après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 70, il y a 2 à 3 000 Médocains qui vivent directement et indirectement de l'huître qui vient de l'estuaire.
Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une continuité sans être la même chose, puisque on pêchait les huîtres dans l'estuaire. Aujourd'hui, on fait de l'affinage en marais, un peu comme les Charentais. Mais pourquoi la production d'huîtres s'était arrêtée dans le Médoc? Alors on a, en 1970, on a la création du môle pétrolier au Verdon, l'extension du port de Bordeaux. Et donc on dit aux Médocains, écoutez, on arrête l'activité ostréicole, vous serez dockers. Et voilà. Et puis 73, 76 arrive, on a les chocs pétroliers et le port finalement n'a pas le développement escompté. Et des terrains comme là où on est aujourd'hui avaient été acquis par le port pour faire une zone industrielle qui allait du Verdon jusqu'à Pauillac. Carrément. Voilà, voilà un peu l'histoire, comme elle peut des fois se prendre les pinceaux. Mais effectivement, on passe d'une zone qui était potentiellement industrielle à finalement un territoire qui est en devenir, qui peut permettre aussi une résilience aussi. Ça démontre qu'un marais, ça a aussi une valeur économique par ton activité. C'est même l'essence même du marais au départ. La grande nuance qu'il faut toujours se rappeler, c'est marécage et marais. Marécage, c'est une zone naturelle qui est créée par la nature, par les écosystèmes, etc., par les pluies. Le marais est toujours créé par l'homme. Marais salant, marais à poissons, et j'en passe, marais à gambas aujourd'hui, ou à huîtres. Mais c'est toujours effectivement une création de l'homme au départ. Donc on a toujours une vocation économique du marais. Bon, j'aimerais bien les goûter quand même, ces huîtres du Médoc. Bien sûr, c'est le moment. Bertrand est depuis toujours engagé dans la protection de ces milieux. Depuis plus de 20 ans, il est le président bénévole de l'association Curuma, qui veille sur une grande partie des marais du Médoc. On y va avec ta voiture? J'ai Oui, jamais vu ça. C'est un outil. Ah ouais, d'accord, ça s'ouvre par l'intérieur. Oui, c'est une semi-pro. Non. Donc ça, c'est une... c'est une voiture d'ostréiculteur du marais, c'est Voilà, ça? c'est ça. C'est plus de terre que de plastique. Voilà, aucun risque de me salir, tu me rassures. Non, tout va bien. Oh, j'adore. C'est que de la terre. Oh, allez. Et ça démarre en plus. Ça démarre. Ouais. Allez. Alors, 2 méthodes d'écaillage, soit par l'arrière, soit pour le côté. Moi, on m'a pris par le côté, donc voilà. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'on coupe le muscle, donc il est propre. Super technique. En même temps, un ostréiculteur qui ne sait pas ouvrir des huîtres, ça serait embêtant. Ça peut arriver. Oh, tu me l'as même préparé. Voilà, Oh, elle est belle, elle est belle. Pas ce que j'ai fait de plus, cher ami. Alors, tu sais, ce que je retrouve, c'est la finesse d'un affinage, en fait, en bassin par rapport aux huîtres de pleine mer. Ah oui, on a des particularités. Il y a vraiment 2 points très caractéristiques. C'est que le fait qu'on est dans une eau fermée, on n'a pas d'iode. C'est-à-dire l'iode est volatile. Donc on a une huître qui va être salée, mais pas iodée. Et or, l'iode est très agressif au palais. Donc une fois que l'iode n'est pas là, on va toutes les odeurs phytoplanctoniques qui arrivent. Alors, on peut appeler ça goût noisette, terre-mer, tout ce que tu veux. Mais c'est sûr que ça va laisser la place à d'autres saveurs. C'est vrai que le Médoc est réputé aussi pour ses grands espaces naturels. Et finalement, j'ai l'impression à t'entendre que c'est un atout pour ce pays. Je pense que même on est en train de s'en apercevoir, qu'on a conservé des plages non bétonnées, des espaces naturels importants, et qu'aujourd'hui, c'est une force. Et cette force, il faut la préserver, mais non pas la mettre sous cloche. Je ne voudrais pas justement qu'on se dise il faut mettre un carcan là-dessus et ne plus toucher. Eh ben on va chiner à l'huître. Oui. Hein, et puis longue vie, dans ce cas-là, à l'huître du Médoc. Exactement. C'est assez original La comme tienne. gin. Coquille. Allez, à la tienne, merci pour tout. Il y a des moments qui restent gravés à jamais dans la mémoire. Comme ce soleil qui se lève sur le lac de Carcan-Ourtin, où Amélie m'a donné rendez-vous. Un endroit qui possède un titre de champion, avec ses 66 km², c'est le plus grand lac d'eau douce de France. On est quand même toujours récompensé quand on se lève tôt le matin.
ces lumières, ça fait partie des plaisirs du Médoc, ça? Oui, effectivement, on a des très beaux levers de soleil. Et alors, pour découvrir ce lac, qu'est-ce que tu me proposes de faire? Eh ben, je te propose qu'on aille tous les deux faire une session de paddle pour découvrir un peu mieux les endroits secrets. Super! Je crois que c'est un lieu qui te tient particulièrement à cœur. Pourquoi, Amélie? Tout simplement parce que je venais passer quand même pas mal de temps de mon enfance ici, donc j'ai quand même beaucoup de souvenirs et c'est pour ça que j'apprécie énormément ce lieu. Tu crois que ces balades ici, quand tu étais enfant, avec ta famille, avec ton père, ça a joué dans le goût que tu as pour la nature, pour l'environnement? Ouais, bien sûr. Là, on peut pas être plus au milieu de la nature, forcément. On peut se promener dans les pins, dans la forêt. On rencontre des animaux partout. Même là, l'intérêt écologique, il est très fort. Donc je pense que ça a énormément joué. Ça explique une partie de ton attachement au Médoc, cette nature qui finalement est très présente ici sur ce territoire. Ouais, on a d'une part la nature qui était très présente, mais aussi la diversité de milieux. On se retrouve avec les lacs, l'estuaire, l'océan, la forêt, les marais, les dunes. Et c'est cette richesse-là qui est exceptionnelle. Et si finalement on aime le dépaysement, c'est là qu'il faut venir. C'est mon paradis. J'adore être là. Je mets maintenant le cap sur la pointe du Médoc, côté estuaire. Direction le port aux huîtres au Verdon-sur-Mer. Ce village ostréicole fut abandonné à cause du fameux projet de complexe pétrolier. Mais depuis quelques années, il reprend vie grâce à des artistes qui ont installé leur atelier dans les jolies cabanes. J'ai rendez-vous avec l'un d'eux, Sébastien, un plasticien qui puise son inspiration dans le monde marin. Salut Sébastien. Bonjour Eric. Quel bel endroit quand même pour un rendez-vous avec un ponton qui est idéal, j'imagine, pour le pique-nique ou l'apéro. Un peu les deux, mais surtout du fait qu'il est placé en face de mon atelier, de ma cabane, que j'ai transformé en atelier de sculpture. Et donc, ouais, c'est l'endroit idéal quand même pour créer dans un cadre pareil. Bon, c'était quoi à l'origine cette cabane? C'était une cabane d'un ancien pêcheur où il stockait tout son matériel de pêche et qui m'a cédé il y a quelques années, que j'ai transformé en cabane de sculpture. Je vois marqué le radeau. Oui, c'est une petite référence à un célèbre tableau. J'ai l'impression de partir sous les eaux. J'adore, hein. C'est une petite partie de ce que je peux faire. J'ai aussi la pièce à côté, donc je t'invite à venir jeter un œil. Tu sais quoi, Sébastien, j'ai comme l'impression d'être dans le sous-marin du capitaine Nemo. Ça me fait plaisir. C'est vrai ? C'est un peu l'idée, ouais. C'est la même sensation que j'ai eue quand j'ai découvert cette cabane. Je suis rentré le premier jour, j'ai dit waouh, c'est l'endroit où j'ai envie d'exposer mes créations. Et alors, tes créations, moi, elles me touchent beaucoup. D'abord, ces méduses qu'on a l'impression de voir flotter dans l'air, illuminées. C'est ça qui me fascine dans cet animal, c'est cette légèreté, cette grâce que ça peut avoir quand c'est en mouvement dans l'eau. Et c'est ce que j'essaye de représenter. Ce qui me frappe, moi, c'est quand même la capacité d'observation que tu as, les détails. Par exemple, sur la carapace des oursins, pour ceux qui en ont mangé, on voit le tracé géométrique qu'il y a dans le véritable oursin. Hein. Tout ce qui est les filaments, les piquants des oursins sont faits un par un. Donc oui, c'est ce qui prend le plus de temps et c'est ce qui m'intéresse le plus, le détail et la finesse de la représentation de l'animal. Tu travailles avec quel matériau? 100% de la composition de mes sculptures, c'est de la résine polyester, la résine avec laquelle on fait des bateaux, par exemple, ou des planches de surf. Moi, j'en fais des méduses. Ce savoir-faire, j'imagine que tu l'as depuis très longtemps, que tu as fait une école d'art, c'est le cas? Pas du tout. J'avais un autre métier et à 40 ans, j'ai décidé de changer de voie parce que j'ai eu
Je me suis découvert cette envie de créer des méduses lumineuses et j'ai foncé. Donc j'ai arrêté mon ancienne activité, je faisais de la carrosserie et j'ai eu une opportunité de vie qui a fait que je suis revenu au Verdon parce que je suis originaire de Soulac-sur-Mer et j'aimerais bien t'amener découvrir un endroit un peu magique. C'est là où j'ai grandi, où j'ai appris à nager et j'ai les vélos qui sont là, j'aimerais bien t'amener faire un tour. Bah, c'est une invitation qui ne se refuse pas. On y va. Soulac, c'est réputé quand même pour ses maisons, hein, c'est ça? Ah, la fameuse Soulacaise, là on trouve quelques petits modèles assez sympas, la Villa Julienne qui est quand même bien connue, et toutes les autres petites maisons avec leurs petits jardinets et toute cette architecture début du siècle là absolument magnifique. Et la plus belle de toutes pour moi c'est bien la Villa Marcellus, là, qui est vraiment absolument magnifique et dans un état parfait. Waouh, waouh, waouh. Oh, que c'est beau. Alors là, bravo. C'est vraiment à couper le souffle, hein. Oui, tu vois, c'est vraiment un lieu, moi, que j'affectionne particulièrement, et tous les Soulacais d'ailleurs, parce qu'on a une vue absolument géniale depuis Soulac-sur-Mer, ces piscines qui sont emblématiques, et puis le mythique phare de Cordouan, oui, qui est vraiment un endroit à voir, à visiter, qui est un endroit magique, et la vue, la nature en panoramique, c'est vraiment magnifique. Alors tu me parlais de ces bassins, tu dis les piscines. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que ce sont des piscines. En réalité, c'est quoi? Ça n'en est pas vraiment. C'est des constructions qui ont été faites avant-guerre pour protéger le littoral. Ce sont des digues de protection qui sont entretenues au fil des années et qui ont, malgré tout, servi pendant la guerre pour acheminer tout le béton, tout l'armement des blocos sur lesquels on est. Il y avait des voies ferrées. Alors moi, je sais pas toi, quand je vois la mer, je peux pas résister, donc on va faire un petit tour en bas. Je t'invite à aller faire un petit tour de plus près et allez, voir ces digues. Bon, bah, je te suis. On y va? Allez. C'est un lieu qui m'est très cher. J'ai passé mon enfance avec mon frère, ma chère maman, à venir pêcher dans cette piscine précisément. L'océan, l'univers marin, il est important pour toi et on le voit bien dans ton travail. Ah ben moi, c'est un peu ce qui m'a inspiré parce que quand j'étais gamin, on se posait ici, mais j'ai fait des kilomètres et des kilomètres sur les plages ici pour commencer à ramasser tout un tas de petits cailloux, des petites choses. Et effectivement, ça m'a beaucoup inspiré. Aujourd'hui, j'y pense souvent. Aujourd'hui, d'ailleurs, je continue à ramasser des objets sur la plage. Qui peuvent t'inspirer pour tes créations? Oui, complètement. Parce que moi, un bout de bois, un caillou, parfois même des cailloux que j'utilise dans mes sculptures, voilà, c'est vraiment un lieu, oui, qui m'a beaucoup inspiré. C'est une chance inouïe parce que je trouve ça magnifique. Dans cette émission, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont investis par leur travail dans la protection de l'environnement. Est-ce que ton travail d'artiste à toi est aussi une forme d'engagement? Oui, complètement. Ouais. J'essaie d'avoir quand même de focaliser les gens sur justement la fragilité qu'on retrouve dans mon travail, la sensibilité, la fragilité des océans qui est représentée dans mon boulot. Donc surtout les jeunes générations qui viennent me voir à l'atelier, je fais souvent un peu des discours autour de ça en disant voilà, l'océan il renferme des choses magnifiques que j'essaie de vous représenter sous les yeux, mais protégez-le au maximum et faites attention à votre mode de vie et au mode de consommation pour éviter de détruire tout ça, c'est trop beau. Pour mon coup de cœur dans ce Nord-Médoc, je suis revenu du côté de l'estuaire à Jodignac et Loirat qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de l'embouchure, car c'est ici que l'on trouve
le phare de Richard. Il a été construit au milieu du 19e siècle à la place d'un immense arbre qui déjà depuis l'Antiquité aidait les navires à naviguer jusqu'au port de la Lune de Bordeaux. Après son extinction en 1953, il a failli totalement disparaître, mais imaginez, une bande d'adolescents de la commune aidés par le maire a réussi à sauver le monument qui aujourd'hui se visite. Avec ses 18 mètres, le phare de Richard est de dimension modeste. Mais le point de vue depuis son sommet est somptueux, notamment avec les carrelets, les fameuses cabanes de pêche, sans oublier les polders, ces terres gagnées par les hommes au XVIIe siècle pour y faire de l'agriculture. Je me demandais pourquoi on décide un jour d'engager sa vie en faveur de l'environnement. Eh bien, la réponse est peut-être en partie ici, dans la beauté de ces paysages qui, sous leurs aspects naturels, sont en fait très culturels, car cela leur confère une indéniable valeur affective.